Voilà, donc nous en sommes déjà au bilan, un certain nombre d'éléments du bilan, et je vais donner la parole à Michael Goujon, qui est maître de conférence en sciences économiques, HDR, habilité à diriger la recherche, à l'université de Clermont-Auvergne, et notamment au CERDI. Il va nous expliquer certainement ce que c'est, et je te donne la parole pour 20-25 minutes. Attends, on est dans l'attente. Donc c'est quand tu veux. Hein. Dans la parole donc pour 20-25 minutes. Merci. Tout d'abord, je remercie donc les organisateurs et particulièrement Florence et Jean-Yves de me permettre de venir faire cette présentation dans ce colloque extrêmement stimulant. Donc je viens effectivement du Centre d'études et de recherche sur le développement international, qui est un laboratoire de recherche en économie de l'université Clermont-Auvergne et CNRS aussi comme autre tutelle. Et nous sommes aussi associés de manière un peu plus légère avec l'IRD aussi. Voilà. Et puis je collabore avec une fondation, avec la fondation qui est adossée au laboratoire. Alors, je viens donc, pour reprendre certains termes qui ont été utilisés juste auparavant, je viens sans être spécialiste, je ne suis pas du tout spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, hein, donc je viens ici en toute humilité présenter quelques résultats qui sont aussi soumis à quelques marges d'erreur. Donc, voilà. Alors, le sujet, donc, pour moi donc, tel qu'il m'a été posé, c'était c'est de parler donc de tenter quelque chose sur l'impact sur le développement, les inégalités et la pauvreté, de ce processus d'autonomisation ou de rééquilibrage, qui est un processus en fait actuel et pour une petite île éloignée et vulnérable. Donc ce sont un petit peu des éléments que je reprendrai par la suite. Alors simplement pour ce qu'il en est du développement, des inégalités et de la pauvreté, je parlerai à la fois plutôt de développement et de pauvreté, mais sachant que donc la pauvreté se déduit à la fois du niveau de développement et des inégalités, sachant qu'on peut tout à fait connaître un développement économique. S'il est très inégalitaire, s'il s'accompagne d'un accroissement des inégalités, en fait, vous pouvez tout à fait avoir le maintien d'un taux de pauvreté important sur le territoire. Alors, je dépasserai aussi l'aspect monétaire pour m'intéresser donc aussi à ce que l'on appelle le développement humain, mais aussi de développement durable. Et donc, ce n'était pas du tout articulé avec Laurent, mais on va parler un petit peu aussi d'environnement et de changement climatique, en fait. Alors, tous ces phénomènes sont des phénomènes multidimensionnels. Et alors, c'est quelquefois un peu réducteur, mais en économie, on aime bien utiliser des statistiques. Et pour ce type de travaux, d'utiliser des indicateurs synthétiques qui tentent de réduire généralement à un chiffre ce qu'est le développement humain, la mesure du développement humain, la mesure du développement durable. Et en fait, alors c'est à la fois réducteur, mais ça tente aussi, l'intérêt de cela aussi, c'est de dépasser la seule mesure du PIB par tête, qui est extrêmement dominante dans l'utilisation dans les débats. Et en fait, on essaye de produire des indicateurs chiffrés mais simples, qui se résument à un chiffre et qui essayent de remplacer quelque peu le PIB par tête. Alors, ces indicateurs, donc je m'appuie généralement sur des indicateurs internationaux qui sont notamment produits par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Et ces indicateurs donc permettent une analyse comparative entre les territoires. Ici, par exemple, qui peuvent permettre une analyse comparative entre la Nouvelle-Calédonie, les départements et collectivités d'outre-mer, vis-à-vis de la métropole et vis-à-vis des autres îles. Alors, la suite de ma présentation, donc, je vais amener quelques éléments sur ce que l'on pourrait appeler les leçons du passé, une analyse assez statique, c'est-à-dire les résultats actuels en termes de développement, de pauvreté, et puis parler aussi un petit peu d'avenir, et c'est là où je vais plus particulièrement parler de vulnérabilité, et notamment de vulnérabilité face au changement climatique. Alors, les leçons du passé, alors,
moi-même, je n'ai pas travaillé très spécifiquement sur cette question-là, donc j'utilise les résultats d'autres chercheurs en économie. Sans doute que vous connaissez Geoffrey Bertram, qui est donc un économiste extrêmement actif dans la zone, qui a produit donc des études sur l'effet notamment de la décolonisation sur le développement. Et puis j'utilise aussi Ferrer et Sacerdote, qui est aussi une étude assez clé dans le domaine. Alors en fait, ce que l'on tire généralement de ces études, c'est que l'on trouve un impact relativement ambigu de la décolonisation sur le niveau de développement. Mais ça, c'est en général, y compris pour les pays continentaux, les pays africains par exemple. Donc un effet ambigu de la décolonisation, mais en revanche, il est assez peu ambigu s'agissant des petites îles, c'est qu'on trouve généralement un effet négatif de la décolonisation sur le niveau de développement. Alors pourquoi, comment ces chercheurs l'expliquent? C'est en fait, vous avez un effet très important de convergence entre la petite île et sa métropole. Alors bien sûr, cet effet de convergence est d'autant plus important quand les liens entre la petite île et la métropole sont relativement étroits. Voilà. Si bien que quand on reste affilié, quand on reste dépendant, eh bien, on a tendance à plus se rapprocher du niveau de développement plus élevé de la métropole. Alors, ceci passe par différents canaux qui sont relevés par ces chercheurs, les échanges commerciaux entre la métropole et la petite île, les flux migratoires entre la petite île et puis la métropole, le partage de la langue, le partage aussi de la monnaie quelquefois, ou bien le rattachement de la monnaie de la petite île à la monnaie de la métropole. Ça passe aussi par la construction d'infrastructures, y compris en termes de capital humain. L'accès à des sources de financement aussi dont ne bénéficient pas les petites îles indépendantes, ou un accès plus difficile. Et puis aussi, ça s'accompagne généralement de meilleures institutions. Le fait de rester affilié permet à la petite île d'avoir des institutions de meilleure qualité par rapport aux petites îles indépendantes. Alors, cependant, ces travaux sont basés sur des données économiques, des données statistiques relativement historiques, relativement parcellaires, et je reviendrai sur ce problème-là par la suite. Et puis, ces études font face à un problème important, c'est qu'il n'y a pas, depuis la grande vague des indépendances des années 50-60, en fait, il y a assez peu d'exemples de pays qui accèdent à l'indépendance, si bien qu'il n'y a pas de benchmark réel, notamment pour la Nouvelle-Calédonie. En fait, il y a assez peu, finalement, d'autres exemples qui pourraient être des modèles, voilà, pour voir un petit peu quelles vont être les conséquences du processus d'indépendance ou d'autonomisation actuel. Alors, on aime bien utiliser quelques données statistiques et représentées sous la forme de graphiques. Donc là, c'est un graphique qui est tiré du travail de Ferrer et Sacerdote, qui en fait met face à face le PIB par tête, qui est donc généralement utilisé dans ce type d'études, le PIB par tête face au nombre de siècles passés en tant que colonie. Et en fait, pour ces auteurs, la relation est relativement claire. Plus longue a été la durée de colonisation, plus élevé est le PIB par tête. Et le fait d'être resté affilié, c'est en fait ce qui est étudié ici, c'est le PIB par tête en 2000. Okay. Et le fait d'être resté affilié jusqu'à l'année 2000, en fait, aussi amène à un PIB par tête beaucoup plus élevé que face à ces îles qui sont indépendantes. Alors j'ai ici je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a le petit triangle rouge là qui est marqué. En fait, c'est la Nouvelle-Calédonie qui est située ici. Et vous voyez même qu'en fait la Nouvelle-Calédonie a une performance plus importante même voilà, un niveau de PIB par tête relativement important. Okay. Et dépasse même cette moyenne conditionnelle au nombre de siècles passés sous le statut de colonie. Alors, les auteurs rajoutent que cette relation-là est indépendante en fait même de la qualité des institutions, du niveau de démocratie dans les petites îles, du niveau de démocratie actuel, enfin dans les années 2000, pas d'impact non plus particulier du mode de peuplement,
pas d'impact particulier de la démographie de la petite île, de la composition ethnique, et peu importe si le colonisateur a été français ou anglais. Alors, pour présenter aussi, les universitaires aiment bien présenter leurs travaux, donc j'en profite aussi. Donc là, c'est un graphique qui est tiré d'une étude que j'ai effectuée en collaboration avec deux collègues pour l'Agence française de développement, et qui consistait en fait à construire des indicateurs pour les départements et collectivités d'outre-mer et qui permettaient de les comparer à un groupe d'autres petites îles ou petits pays côtiers. Donc ce graphique en fait met face à face l'indicateur de développement humain, donc, qui est cet indicateur qui prend en compte à la fois le PIB par tête, mais aussi les niveaux d'éducation et les niveaux de santé aussi dans le pays. Donc cet indicateur de développement humain face à un indicateur de vulnérabilité économique, qui en fait est aussi un indicateur synthétique qui essaye en un seul chiffre de résumer la vulnérabilité économique, qui est composé à la fois d'éloignement du territoire face aux grands marchés mondiaux, la petitesse aussi de la population, aussi l'importance du secteur primaire dans l'économie, enfin, et puis tout un tas de mesures sur des chocs que subit cette économie. Et donc là aussi, la relation s'avère relativement claire en fait. Pour ces petits territoires, c'est que plus la vulnérabilité économique est importante, plus le niveau de développement est faible. En revanche, ce que l'on peut constater aussi dans ce graphique, c'est que vous avez les départements et collectivités d'outre-mer qui, en fait, montrent de meilleures performances qu'attendues. C'est-à-dire que le fait d'être département et collectivités d'outre-mer, en fait, permet de dépasser un petit peu les obstacles de vulnérabilité économique et permet d'atteindre un niveau de développement plus élevé. Par exemple, on peut remarquer ici que la Nouvelle-Calédonie a un niveau de vulnérabilité économique similaire à Fidji et au Vanuatu. Par contre, la Nouvelle-Calédonie présente un niveau de développement humain nettement plus important que ces deux comparateurs. Alors, s'agissant donc de l'évolution dans le temps, alors qui permettrait peut-être d'avoir quelques éléments de est-ce qu'il y a un effet de rattrapage ou de rééquilibrage qui se traduirait donc pour la Nouvelle-Calédonie, qui se traduirait par un niveau de développement humain plus important dans le temps et qui rattraperait le niveau de développement humain peut-être de la métropole. Alors, il s'avère, les chiffres là sont à prendre avec prudence parce qu'on utilise des données historiques qui sont plus ou moins de qualité. Ce que l'on constate malgré tout, alors là j'utilise les résultats de Sudry 2013, qui est aussi une étude de l'AFD et puis la nôtre, et il s'avère en fait, on pourrait revenir là-dessus un peu plus tard, je dirais assez rapidement, mais il s'avère qu'il y a un effet de rattrapage, c'est-à-dire que le niveau de développement humain de la Nouvelle-Calédonie augmente, et il augmente plus rapidement que celui de la métropole. En revanche, la Nouvelle-Calédonie n'est pas la seule à connaître ça, c'est le cas également de la Guadeloupe et de la Martinique. Et en fait, semble-t-il, là, si on croit un petit peu dans ces estimations assez limitées peut-être, l'effet, enfin le rattrapage est plus important en fait pour la Guadeloupe et la Martinique qu'il ne l'est pour la Nouvelle-Calédonie. S'agissant de la pauvreté, alors là, rappelez-vous, donc la pauvreté est issue en fait à la fois du niveau de développement, mais aussi du niveau des inégalités, et qui ramène donc à identifier les pauvres dans le territoire. Donc là aussi, je dépasse avec ce calcul le seul indicateur de pauvreté monétaire, qui n'est calculé que sur les niveaux de revenus. Donc on introduit aussi des indicateurs de santé et d'éducation, voire même d'insertion sur le marché du travail. Donc le commissaire hier parlait de l'indice de Gini, qui est l'indicateur assez usuel des inégalités, mais qui n'est en fait calculé que sur l'aspect monétaire, sur les revenus, et notamment sur les revenus généralement fiscaux en plus, qui sont généralement les plus accessibles.
Là, en termes de pauvreté, la Nouvelle-Calédonie en fait est à un niveau on peut le traduire comme ça, hein, de 23% de pauvres, quand on prend à la fois les aspects monétaires, mais aussi de santé et d'éducation. Donc 23% de la population qui est pauvre, et qui est à comparer donc aux 11% de pauvres dans la métropole. Et cette situation est un petit peu intermédiaire, on va dire. Un niveau comparable est à trouver en Guadeloupe, par exemple. Il est un peu plus élevé qu'en Martinique. Par contre, il est donc un peu moins, donc avec 23%, il est un peu moins élevé qu'en Polynésie, notamment, ou voire même à Guyane ou Mayotte, hein, qui sont vraiment les départements les plus atteints par les inégalités et la pauvreté. Donc, alors, voilà un petit peu un ensemble de résultats, mais qui, en fait, résultats qui ont certaines limites. Le problème, c'est qu'il n'est pas étudié en fait l'impact du statut sur les peuples autochtones. Alors, pour une analyse comparative, c'est pas très étonnant en fait, qu'on se heurte à ce problème-là. C'est que à la fois, il y a des peuples autochtones qui ont disparu du fait de la colonisation, hein, c'est le cas dans les Antilles. Et puis, vous avez aussi donc des petites îles qui étaient inhabitées avant l'arrivée des Européens. Donc, du coup, pour une analyse comparative, on se heurte à un problème, c'est que les modes de peuplement, enfin, on n'arrive pas à identifier réellement quel est le peuple, s'il y a eu ou pas de peuple autochtone. Et puis, on se heurte aussi à un problème, c'est que généralement on ne dispose pas sauf en Nouvelle-Calédonie, on ne dispose pas de statistiques ethniques. La définition aussi entre les différents degrés de souveraineté aussi pose problème. On arrive difficilement à distinguer réellement entre qu'est-ce qu'une île affiliée ou indépendante. C'est généralement pas binaire. Vous avez des statuts un petit peu différents degrés de statut. Et ça aussi, ça introduit un petit problème dans l'analyse. Des problèmes de données. À la fois de couverture géographique et historique. Alors, sauf, il y a donc une exception à la règle, c'est un dernier travail de Geoffrey Bertram, qui était un habitué d'ailleurs des archives néo-calédoniennes, et qui a réussi à reconstruire des séries d'importations par tête, donc les importations par tête qui sont corrélées généralement avec le PIB par tête. Donc on ne dispose pas de données de PIB par tête, de production par tête pour ces territoires longues. Par contre, Bertram a réussi à retrouver des données d'importation par tête relativement longues et qui couvrent de l'année 1900 à 2013. Et là, en fait, grâce à l'utilisation de ces données, en fait, il découvre un résultat assez important, assez marquant. C'est qu'en fait, le décrochage, la divergence entre le groupe des petites îles indépendantes et le groupe des petites îles affiliées, le fait que les affiliées présentent un niveau de développement plus important que celles qui sont indépendantes, en fait, cette divergence est apparue bien avant la vague des indépendances. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un renversement de la causalité, c'est-à-dire que les petites îles les plus riches, ce sont elles, en fait, qui sont devenues et qui sont restées affiliées, tandis que les petites îles les plus pauvres, ce sont elles, en fait, qui sont devenues indépendantes. Donc ça renverse un petit peu la causalité entre décolonisation et niveau de développement, ce qui est un résultat extrêmement intéressant. Et ensuite, donc vous avez cette différence de développement entre les deux groupes d'îles qui perdure par la suite, qui n'a pas forcément tendance à s'élargir. Alors, le problème avec ce type de travaux aussi, c'est quelle leçon pour l'avenir en fait. C'est ce qui importe en fait pour la question de la Nouvelle-Calédonie à l'heure actuelle, c'est que toutes ces études en fait sont basées sur le passé, plus ou moins renseignées, et donc là se pose la question en fait véritablement de l'utilité en fait de ces travaux
pour la situation actuelle et à venir de la Nouvelle-Calédonie. Alors si bien que ça m'amène à parler d'un autre sujet, mais qui est aussi attaché au développement humain. Tu as largement 2 minutes pour le faire. C'est vrai, d'accord. Donc, un petit focus sur le changement climatique. Alors pourquoi parler maintenant de changement climatique? En fait, bon, ça vient aussi d'un basculement des idées dans la communauté internationale, le fait que l'on bascule plutôt d'un focus développement humain sur développement durable, avec incorporation des questions sur environnement et changement climatique. Changement climatique et développement humain, en fait, sont extrêmement liés. Vous pouvez en fait avoir les relations dans les deux sens, c'est-à-dire le changement climatique qui en fait amène à plus d'inégalités, à plus de pauvreté, et plus d'inégalités, plus de pauvreté qui peuvent renforcer en fait les dégradations d'environnement et accroître la vulnérabilité face au changement climatique. Donc en fait, les deux questions sont relativement liées, et c'est une question d'avenir, hein, puisque les évolutions, ou les problèmes posés par le changement climatique sont encore en fait à venir. Et l'intérêt pour le sujet, en fait, c'est que typiquement les îles font partie des territoires les plus vulnérables face au changement climatique, avec les pays africains sahéliens. Et puis l'intérêt aussi de ça, c'est que vous avez une disparité territoriale entre point de vue face au changement climatique, face à la dégradation de l'environnement, au sein même d'un archipel ou d'une île. Et donc vous avez aussi des aspects territoriaux, d'inégalité territoriale qui s'installent aussi dans cette question-là. Alors, de manière anecdotique, mais je n'ai pas le temps, l'importance de cette question-là aussi est venue, j'ai été conforté aussi dans l'intérêt de discuter de cette question-là par un article du Monde qui en fait révélait que cette question était vraiment apparue lors de la visite du Premier ministre, mais je n'y passerai qu'assez peu de temps. Et donc simplement pour donner quelques idées là-dessus, nous avons produit aussi des indicateurs de vulnérabilité face au changement climatique avec le même principe, hein, ce sont des indicateurs synthétiques qui essayent aussi de mesurer ces vulnérabilités qui sont multidimensionnelles en un seul chiffre, qui donc permettent, il y a différentes composantes, voilà, mais je vais vous donner quelques exemples de ça. Donc en fait, face au changement climatique, donc les îles sont généralement plus vulnérables que les autres pays, mais elles présentent différents niveaux de vulnérabilité. Et donc j'ai pointé ici, ça a été calculé pour 83 petites îles et petits territoires côtiers. Et donc la Nouvelle-Calédonie, c'est la première flèche à gauche. La Nouvelle-Calédonie est finalement moins vulnérable que d'autres. La deuxième flèche, en fait, c'est Saint-Martin, qui est extrêmement vulnérable face au changement climatique. Alors cette mesure-là, c'était une option assez ancienne où n'apparaissait pas en fait un indicateur d'activité cyclonique. Ici, on a dans ce chiffre-là n'apparaît que la vulnérabilité face aux montées du niveau de la mer, des chocs pluviométriques, des problèmes d'aridité, ce genre de choses. Et donc, en revanche, à côté de ça, on a calculé un indicateur de vulnérabilité ou d'intensité de l'activité cyclonique par territoire aussi, grâce à des données internationales spatialisées. Et donc, voilà ce petit focus sur la région qui permet, en fait, vous avez le dégradé de couleur, hein, et en rouge permet d'identifier les pays, les territoires qui sont plus vulnérables face à l'activité cyclonique. Et donc, effectivement, la Nouvelle-Calédonie fait partie de ces territoires les plus exposés au risque cyclonique. Mais cet indicateur aussi est très spatialisé et permet de voir aussi que la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble n'est pas exposée au même risque. C'est-à-dire que vous avez des parties du territoire qui sont plus exposées que d'autres. Enfin, donc quelques mots de conclusion. Il est l'heure. Alors,
Pour résumer, alors je suis désolé d'avoir dû passer trop rapidement sur cette dernière partie, changement climatique et changement climatique. Alors, en conclusion, la Nouvelle-Calédonie donc présente plutôt de bonnes performances, mais pas extraordinaires face aux autres départements et collectivités d'outre-mer. Elle présente de meilleures performances par rapport à d'autres petites îles, mais peut-être du fait, ce serait associé peut-être encore à ce statut d'affilié. Pour l'avenir, donc j'ai essayé de montrer très rapidement l'importance de cette question de vulnérabilité face au changement climatique. Donc ces petites îles, la Nouvelle-Calédonie, sont de faibles contributeurs en fait au problème de changement climatique. Par contre, ils font partie des territoires les plus vulnérables. Et donc le changement climatique, parce qu'il heurte plus fortement les pauvres, est un facteur en fait d'inégalité, un facteur qui pourrait amener à plus de pauvreté. Et donc renforcer ces inégalités, mais aussi avec une différenciation territoriale, voire même au sein même de la Nouvelle-Calédonie, vous avez des parties du territoire qui sont sans doute plus vulnérables. Et donc ça pose la question de l'adaptation, de quelle politique face à ce changement climatique, quelle adaptation, quelle protection, quelle réaction, c'est-à-dire en termes de résilience face au choc climatique. Et donc ça pose la question au final de la politique et des moyens de cette politique, des moyens à la fois humains, financiers, techniques, mais aussi pour amener à quelques discussions d'hier, sans doute aussi que cela dépend de la volonté politique, voilà, face à ces changements. Merci. Merci Michael d'avoir tenu à peu près ton temps. Merci de ton honnêteté intellectuelle, puisque tu as cité les travaux dont tu t'inspirais pour cette communication. C'est intéressant la constatation que plus la colonisation avait été longue, plus le PIB était élevé. Néanmoins, tu as rappelé qu'il y avait en Nouvelle-Calédonie notamment un taux de pauvreté beaucoup plus important évidemment qu'en métropole, ce qui fait qu'il reste évidemment de la place et du temps pour les rééquilibrages dont ce colloque est l'objet, qui est plutôt l'objet de ce colloque. Il est maintenant 10 heures, donc c'est l'heure de la pause, à moins que vous ne souhaitiez vraiment écouter Gilles Pestagna, maître de conférence en géographie à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Je vois que vous avez votre fan club et donc, bien entendu, on va vous écouter, mais il ne faudra pas, ou alors si vous ne les prenez pas, ça sera plus rapide, 20-25 minutes maximum parce que nous sommes un peu en retard. Cher ami et collègue Gilles Pestagna, il vous reste exactement 11 secondes. Je vous donne la parole. Ça m'arrange parce que j'avais à peu près 212 diapos et 3 heures de texte, donc il va falloir que je réduise. Vous m'excuserez d'avance de passer très rapidement sur un certain nombre de points. Bon, merci. Je remercie bien sûr les organisateurs du colloque de m'avoir invité, de m'avoir tendu ce piège dans lequel je suis tombé, à savoir d'avoir l'audace et l'immodestie de traiter du bilan de rééquilibrage. Mais vous allez voir, je vais prendre quelques précautions pour limiter le danger. Effectivement, parce que c'est un thème en réalité qui est très riche, qui est bien difficile à traiter. Pourquoi est-ce qu'il est difficile? Alors, pour plein de raisons, mais deux qui me paraissent importantes. C'est que déjà la liste est très longue de toutes les infrastructures, de tous les dispositifs qui se sont succédés depuis 30 ans, de près ou de loin, qui participent, ou tout simplement qui participent au équilibrage, qui ne sont pas forcément étiquetés rééquilibrage, mais qui participent. Et donc ce serait un travail très fastidieux de faire la liste de tout cela, et discutable en plus sur certains choix. Et finalement, la liste ne nous apporterait pas beaucoup de sens dans les discussions. Donc évidemment, ce n'est pas tout à fait cela que je vais faire. L'autre difficulté, me semble-t-il, c'est que le rééquilibrage, on l'a déjà dit hier, et bien sûr c'est un petit peu un fil directeur, c'est les rééquilibrages, le pluriel, ça a plusieurs sens. Et donc il y a sans doute c'est aussi son sens un peu approximatif qui a servi
qui lui a donné un certain succès, il faut bien le dire. Et donc, dans un premier temps, je vais déjà un petit peu clarifier les contours du rééquilibrage, de mon point de vue, évidemment. Je ne vais pas tous les clarifier. Et puis, je vais vous dire, le processus même de colonisation et de colonisation de peuplement en Nouvelle-Calédonie a créé de nombreux déséquilibres. Ceci dit, encore une fois, on l'a dit hier sur les inégalités sociales, et je le redirai sur les inégalités spatiales, il n'y a toujours que des déséquilibres. Mais bon, il y a une limite, évidemment. La limite, c'est le supportable. Voilà, donc quels ont été les outils du rééquilibrage? Le premier et le plus évident, parfois qu'on oublie, c'est la provincialisation. C'était un partage du pouvoir, un partage du coût financier et un moyen immédiat d'action des élus indépendantistes à gérer leurs propres affaires, en tout cas une grande partie de leurs affaires, et donc des territoires qui les concernaient au premier chef. Alors les leviers financiers sont connus, une clé de répartition qui est favorable, très favorable à la province Nord et province Sud, c'est-à-dire qui est largement supérieure à leur proportion démographique. Les contrats de développement État-collectivité, donc notamment les provinces, mais pas seulement. On peut ajouter des dispositifs comme la DEFISC, on en a reparlé récemment avec l'usine du Nord et la visite d'Édouard Philippe, notre Premier ministre. Et puis, bien sûr, s'ajoutent tous les outils, tout un tas de politiques qui sont des bras armés ou des dispositifs qui participent du développement durable, qui utilisent les moyens qui ont été dégagés, comme les codes d'investissement des différentes provinces, les sociétés d'économie mixte, comme les plus connues, c'est peut-être la Sofinor, bon, qui est quand même quelque chose d'extrêmement important dans le rééquilibrage, comme outil de rééquilibrage. Voilà, où bien sûr aujourd'hui Nord Avenir, qui est le pendant un petit peu développement local par moment, et puis ou encore la SODIL. J'avais pris un petit extrait de la société Nord Avenir, bon, c'est la société d'économie mixte de la province Nord, juste pour vous montrer, vous voyez sur le site internet, il y a marqué, voilà, ça a été créé en 2014, il fallait par scission de la Sofinor, et vous voyez qu'il y a bien une référence au rééquilibrage. L'axe principal, c'est le rééquilibrage, c'est toujours d'actualité, au cas où on en douterait. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça va. Les outils du rééquilibrage. Alors, il y a beaucoup de dispositifs qui concourent au rééquilibrage, mais qui ne sont pas forcément étiquetés rééquilibrage. Je pense notamment au fonds d'électrification rurale. Bon, comme nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de zones rurales, beaucoup sont enclavées, n'ont pas accès directement au réseau électrique général, eh bien, il y a un fonds qui s'occupe des campagnes. C'est valable aussi en France, d'ailleurs, au passage. Mais enfin, ici, les retards est évidemment important et l'enclavement est parfois très fort. Donc, ce fonds d'électrification est toujours en marche. Si les gens sont vraiment trop éloignés, bien, le fonds d'électrification peut éventuellement les aider à créer leur propre centrale électrique. Autre dispositif, c'est le dispositif Continuité Pays, avec un autre dispositif qui s'appelle Solidarité Transport. Là, c'est quelque chose qui aide les insulaires. Alors, ça fait bizarre de dire ça, parce que les gens de la Grande Terre sont insulaires, mais les Loyaltiens, les Cougniers de l'île des Pins, les ressortissants des Bélep, ça les aide à aller sur la Grande Terre, à payer moins cher l'avion, à payer moins cher le bateau. Donc c'est un dispositif qui permet d'avoir des réductions substantielles et qui est subventionné par les provinces et le territoire. Donc vous voyez, ce n'est pas du rééquilibrage, mais en réalité, ça y participe. Voilà. Donc je passe rapidement, vous m'excuserez. Hein, alors il y a des personnes qui connaissent très bien, donc j'enfonce des portes ouvertes et je ne suis pas très complet. Puis d'autres personnes qui découvrent, qui trouveront que mes informations sont un peu trop nombreuses. Je suis désolé de ce grand écart difficile à réaliser avec adresse. Bref, je voulais aussi insister bien sûr sur par exemple des institutions, des organismes comme la DRAF, dont on a dit hier, on a vu l'importance. Hein. La DRAF, c'est un organisme qui, de fait, s'occupe du rééquilibrage à travers la restitution du foncier, l'aménagement éventuellement du foncier. Là, c'est quelque chose de clé, je dirais, à la fois dans les accords et puis dans le rééquilibrage. Parfois, il y a des politiques aussi. Alors, j'ai mis une politique que la province Sud aime bien, comme je ne parle pas beaucoup de la province Sud, mais qu'ils ont lancée extrêmement récemment, qui décolle la politique publique agricole de la province, qui vise à un certain nombre d'objectifs extrêmement ambitieux, à relancer l'agriculture, tout simplement. Alors, une agriculture plutôt, on va dire, moderne, classique au sens européen, mais bon, qui n'est pas fermée, donc a priori, potentiellement, elle peut aussi faire œuvre de rééquilibrage, à certains égards en tout cas. En tout cas, elle peut aider des zones ou des populations qui ne sont pas forcément favorisées, même si elle ne s'adresse pas du tout en priorité au Kanak, par exemple. Mais
toute politique peut potentiellement, éventuellement, concourir au rééquilibrage. C'est pour vous montrer que, autant au départ, on voyait très bien ce que c'était le rééquilibrage, c'était quelques grands chantiers très structurants et très symboliques, autant la notion de rééquilibrage, elle se diffuse finalement dans beaucoup de dispositifs ou de politiques. Voilà, bon, c'était la petite affiche qui vous présente la politique agricole de la province sud. Alors, ce rééquilibrage, évidemment, alors toujours, je rappelle, hein, je suis plutôt sur l'entrée aménagement-développement des territoires. Il y a des outils de planification qui ont été nombreux pour accompagner ce rééquilibrage spatial ou territorial. Alors, l'un des plus récents et le plus connu, c'est le fameux schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie NC 2025, qui a mobilisé beaucoup d'acteurs, vraiment une grande partie des acteurs de la Nouvelle-Calédonie, notamment pour le diagnostic. Alors, il a été prévu dans l'accord de Nouméa, mais surtout aussi dans la loi organique. Alors, je sais pas, voilà, j'ai l'extrait de la loi organique. Hein. Il veille à un développement équilibré du territoire, au rééquilibrage de la répartition des fonds publics. Le schéma d'aménagement et de développement fait l'objet de toutes les 5 ans d'une évaluation et d'un réexamen. Voilà, donc ça a commencé en 2008 par un diagnostic qui a essayé de rassembler de nombreux acteurs. Je vous rappelle, oui, que c'est quelque chose qui est... ça va, qui est à la fois partagé, c'est quelque chose qui devait être partagé par l'État et le territoire, quelque chose qui était prévu comme ça. Donc il a été lancé en 2008 à Koné, avec une longue phase de diagnostic, et puis il s'est terminé par un document qui s'appelle Orientation et moyens en 2013, et puis il a été validé ensuite par le Congrès en 2016. Voilà. Alors, il n'a pas de, c'est pas un document qui est opposable aux provinces, c'est pas quelque chose qui est contraignant. Mais normalement, ça engage, puisqu'il a été validé par le Congrès quand même, beaucoup d'acteurs. Je vois que ça. Voilà. Et autre aspect, c'est que surtout ce schéma d'aménagement doit être compatible avec les contrats de développement qui sont donc contractualisés tous les 5 ans avec l'État. Voilà, bon là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, moi difficilement, mais c'était pour vous montrer que tout en haut, que parmi, vous voyez, les ambitions politiques clés qu'avait dégagé le schéma d'aménagement, il y a le rééquilibrage toujours. Il ne disparaît pas, il a bien fait partie des mots-clés très importants, au même titre bien sûr que destin commun, développement durable, construction du pays et ouverture au monde. Alors, ce schéma donne quelques scénarios sur la structuration de la Nouvelle-Calédonie. Donc, celui-ci, à la limite, c'est celui qui pourrait exister aujourd'hui déjà. Hein, c'est-à-dire évidemment un gros pôle dominant qui est Nouméa, puis un pôle déjà qui s'est structuré, qui est secondaire, celui de VKP. Et puis ailleurs, des pôles d'envergure plus fine. Voilà. Bon, c'est un exemple, je voulais vous montrer des cartes puisque je suis géographe. Autre scénario, disons... qui est dégagé, c'est le scénario d'une sorte de Nouvelle-Calédonie multipolaire, où Nouméa serait finalement un pôle évidemment dominant, mais beaucoup moins, beaucoup moins écrasant sur l'ensemble du territoire, et où il y aurait des pôles secondaires qui pourraient vraiment... Bon voilà, c'est ce genre de planification. Donc il y a plusieurs scénarios qui ont été dégagés, et en gros, c'est aux politiques, et puis c'est à la Calédonie de choisir dans quelle voie elle veut s'installer. Voilà un petit peu le but. Alors... toujours, quant au rééquilibrage, je ne peux pas faire l'impasse sur quelque chose qui a été très fort au point de vue de l'aménagement. C'était les documents de planification qu'avait produit, disons, la région Nord ou la province Nord. En 90, il y a eu une mission qu'on appelait la mission Ville Nouvelle de la MAPNI qui avait cherché où implanter la ville nouvelle qui faisait partie des objectifs de rééquilibrage des accords de Matignon-Oudinot. Il y avait une ville nouvelle qui était prévue, où fallait-il l'installer? Cette mission était venue pour ça. Donc 1990. Auparavant même, à la fin des régions, le schéma directeur d'aménagement régional de la région Nord avait aussi été un document assez phare, déjà un peu, je dirais, qui était très audacieux, qui était même en avance sur son temps, en tout cas en Nouvelle-Calédonie, et qui aussi a été un moment important, et qui est resté quelque chose de très fort pour la province Nord, une sorte de... Bon, je ne peux pas vous indiquer tout ce qui est marqué dedans, mais bien sûr, en gros, c'est le rééquilibrage aussi comme programme. Hein. Voilà. Il y a eu d'autres schémas, comme le schéma d'aménagement et de développement en province Nord. Il y a bien sûr des schémas sectoriels sur le tourisme, sur l'agriculture, sur plein de choses qui intègrent cette notion de rééquilibrage ou pas. Hein, mais en général, pour ceux qui sont en province Nord, voire en province Île, ça intègre nécessairement. En province Sud, ce n'est pas toujours quelque chose qui est mis en avant.
Donc les résultats du rééquilibrage, alors là aussi de façon très immodeste, les prévisions les plus pessimistes ont été démenties. Je voudrais insister là-dessus parce que on a entendu ou on a pu lire, alors évidemment dans le passé de moins en moins, mais enfin des sortes de tartes à la crème du style la fin des tribus était annoncée, du fait de l'exode rural évidemment. Bon, les tribus n'ont pas disparu, certaines ont même des problèmes d'espace et de croissance démographique et manque de logement, donc on est loin de la disparition, même ça ne veut pas dire que certaines, elles, par contre, ont baissé démographiquement, certes, mais on n'est pas du tout dans ce scénario. On n'est pas non plus dans la fin de l'agriculture en tribu, c'était ce qu'a rappelé Catherine Sabineau et les enquêtes qu'a produit l'IAC et a validé l'IAC en 2012. Le dépeuplement de la brousse ou des îles n'a pas eu lieu. Alors ça, je sais que ça peut surprendre, parce que c'est plutôt l'idée inverse qui est communément admise, mais l'idée inverse, elle est basée sur des données qui sont déjà un peu datées, mais on peut toujours discuter, mais vous voyez, de 89 à 2014, par exemple, la province Nord a gagné 15 000 habitants, voire 16 000, et la province Île, certes, n'a pas beaucoup gagné d'habitants, mais elle n'en a pas perdu. Ce qui est déjà pas mal pour des îles finalement de taille très modeste, en plus en périphérie d'une grande agglomération comme Nouméa, ne pas perdre des habitants, c'est déjà pas mal. Et donc finalement, on est loin encore une fois du dépeuplement. Au moins ça stagne, mais au moins ça ne perd pas d'habitants, au point de vue purement en valeur absolue. Et d'ailleurs, la période la plus récente entre deux recensements, 2009-2014, vous voyez que la province Nord a gagné 5300 habitants, alors certes, surtout sur VKP, c'est évident, mais la province Île a gagné 861 habitants. Donc, à la limite, il y aurait presque, du point de vue du recensement, ce serait à vérifier, par d'autres recensements, évidemment, ou par une évolution, mais on se demande même s'il n'y a pas un sursaut, quelque part, à conserver un peu plus d'habitants, ou du moins, oui, voilà, parce que c'est le sol naturel qui explique essentiellement le gain de population pour la province des îles. Voilà, l'usine du Nord, donc, qui a été effectivement pendant longtemps une chimère, mais elle n'est plus une chimère, on est au courant. Mais pendant longtemps, c'était quelque chose, beaucoup de gens n'y croyaient pas, même jusqu'à dans les années 2000, voire 2010. La ville nouvelle, évidemment, a vu le jour. Alors au passage, on prévoyait il y a marqué dans les chiffres, entre 12 000 et 20 000. À l'époque, ça paraissait beaucoup. Bon, elle a 13 000 habitants. Alors c'est vrai qu'on a un peu triché parce qu'on a pris Vaud, Connay, Pointe-Boute, qui avait déjà des habitants. Mais enfin, elle a le mérite d'exister. Une émergence difficile, des contours urbains qui seraient quand même à délimiter, c'est pas toujours évident, mais c'est une réalité. Il y a des stigmates de l'urbanisation, des stigmates de l'urbanité même plus exactement, des feux tricolores, des embouteillages, etc. C'est bien des stigmates. Et j'en passe et des meilleurs. Voilà, des nombreuses réalisations ont vu le jour, les hôtels de province, c'était pas évident, on partait de zéro, je rappelle, au début de la provincialisation. Il n'y a pas d'hôtel de province, donc il fallait les construire, les provinces, au sens propre du terme. Surtout un chantier phare, vraiment symbolique, la route Connay-Tiwaka, qui permet de relier évidemment côte est, côte ouest, et qui était un symbole du désenclavement, qui a évidemment traîné, parce que c'était un chantier très long, qui a subi des intempéries, qui a coûté très cher, enfin beaucoup plus cher que prévu, certes, et qui a donc duré beaucoup plus longtemps, donc qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui aujourd'hui, là aussi, a le mérite d'exister, qui reste très emprunté, qui permet d'éviter pour certains le col des Roussettes. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, cette transversale Connay-Tiwaka est ici, et ça permet de désenclaver les communes, notamment du nord-est de la Nouvelle-Calédonie, Touo, Yengen, Puebo. Voilà, donc de nombreuses réalisations ont vu le jour, je passe. Un renforcement des équipements sanitaires, des infrastructures scolaires, je vois que le temps défile, donc je passe encore plus vite. Oui, alors il y a quelque chose, parmi les limites du rééquilibrage, il y a eu peu, enfin on pourrait dire par exemple la construction de logements ou le développement sur tour coutumière, ça reste quand même des choses où là on sent une faiblesse. Alors le dispositif ZODEP qui a essayé de lancer le territoire, donc vous voyez que là c'est le territoire qui essaye de faire du rééquilibrage, il est encore, on va dire, à ses débuts, il a un certain nombre de volontés que je ne peux pas vous développer évidemment, donc je passe les diapositives, vous m'en voudrez pas j'espère de trop, mais je peux vous les montrer à la pause si vous le souhaitez. Je passe encore. Ah oui, autre instrument de rééquilibrage auquel on ne pense pas, mais c'est le SMTI, le syndicat mixte des transports interurbains, et le réseau rail, les bus orange avec des beaux lézards, si vous en voyez quelquefois en ville. Ce sont des bus qui permettent vraiment de transporter les gens
dans toute la brousse, avec des lignes qui se sont étendues, et un succès vraiment populaire qui ne s'est pas démenti. Alors il y a eu des petits problèmes de gestion par moment, mais pour ce qui est du succès populaire, c'est vraiment quelque chose de tout à fait incroyable, je dirais. Voilà, ça c'est un instrument aussi de rééquilibrage, de désenclavement, de mobilité des personnes souvent les plus défavorisées, et c'est quelque chose qui vraiment, là aussi, on n'y pense pas, mais c'est un outil de rééquilibrage très, très intéressant. Je passe là aussi. Quel bilan, quelle limite? Donc pas de dispositif d'évaluation, ça aurait été, c'est pas valable que pour le rééquilibrage d'une manière générale. D'ailleurs, le rééquilibrage n'est pas une politique publique à proprement parler, hein, mais bon, mais d'une manière générale, c'est ce qui manque dans l'ensemble français, mais en Calédonie aussi. Et pour nous, c'est important. Et une évaluation qui ne soit pas seulement une évaluation contrôle de gestion ou chambre territoriale des comptes. Bon, c'est très intéressant, mais c'est peut-être pas seulement ça l'évaluation. C'est surtout pas seulement ça l'évaluation. Donc, quand on parle du rééquilibrage, évidemment, on est toujours un peu vers à moitié vide, vers à moitié plein. On a des motifs de satisfaction, des buts ont été atteints, des objectifs ont été atteints, des grands travaux ont été réalisés. Et puis, bien sûr, tout n'est pas parfait. Il y a des choses à développer, notamment sur le plan social. On a vu que les écarts, soit ne se sont pas réduits, parfois pour certains même se sont accentués. Certains ont réussi à être réduits par rapport à Nouméa ou à certaines composantes de la population. Bon, ça c'est. Voilà. Aujourd'hui, il y a un débat qui se cristallise autour du rééquilibrage. On n'a pas parlé, mais enfin, c'est le débat sur la clé de répartition, qui est un leitmotiv des non-indépendantistes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on considère que le rééquilibrage est un succès, eh bien, pour les non-indépendantistes, ils disent bah, ok, c'est un succès, ok, bah, donc vous n'avez plus besoin de la clé de répartition. On récupère en quelque sorte notre argent. Pour les indépendantistes, si c'est un succès, ils disent ben non, au contraire, il faut continuer. Ça montre qu'on a bien bossé et il faut continuer à nous favoriser sur le plan financier. Et pour ce qui est du scénario inverse, si on considère que le rééquilibrage est un échec, eh bien, les non-indépendantistes disent en gros, on a assez mis d'argent, donc on arrête les frais. On arrête avec cette idée de rééquilibrage et puis on refait une clé de répartition un petit peu plus équilibrée. Et bien sûr, merci. Les indépendantistes, au contraire, considèrent que si c'est un échec, ça veut dire qu'il faut au contraire maintenir la pression, maintenir les chantiers. On le voit, c'est pas prêt d'être réglé au point de vue politique. Voilà. Alors, bon, je voulais vous montrer un petit peu les problèmes entre poids démographique, etc. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas le temps. Alors, on pense toujours au coût du rééquilibrage. Alors, il est difficile à mesurer. Olivier Sudry avait dit, en gros, 2 milliards d'euros. Alors, ça va faire 600 et quelques milliards de francs Pacifique. C'est beaucoup d'argent, c'est aussi beaucoup de chantiers, etc., beaucoup d'activités économiques quand même. Une partie, je rappelle, de l'argent qui est investi, par exemple, dans les provinces nord et îles, redescend vers Nouméa en partie, une autre partie même part à l'extérieur du territoire, il ne faut pas oublier. On oublie souvent aussi de parler des bénéfices du rééquilibrage, c'est-à-dire que, certes, ça coûte, mais qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu de rééquilibrage? Où on en serait aujourd'hui? La situation serait sans doute grave, voire dramatique. Donc, c'est évidemment pas évident à évaluer, mais il ne faut pas l'oublier. Il y a un effet pervers qui est souvent dénoncé, c'est que le rééquilibrage a eu comme paradoxe si vous voulez, de rendre plus compliqué l'ultime objectif qui était l'indépendance. C'est-à-dire que le rééquilibrage a dopé les finances, a dopé les investissements, a créé une dépendance économique et financière, notamment des provinces, par exemple, voire une addiction. Et comment on fait pour s'en sortir? Et ça, donc, c'est une équation qui reste à résoudre. C'est un peu le baiser de la mort. Hein. Voilà. Donc, oui, ça paraît bien dans le premier temps, mais ça a aussi un revers de la médaille qu'il faut résoudre. C'est fini. Merci. Bon, je voulais rebondir, mais je vais synthétiser. Oui. Ouais. Sur ce que disaient Catherine Sabineau et puis Arnaud Paturel, c'est effectivement, il faut revoir, je crois qu'il est important pour le rééquilibrage de revoir les cartes mentales, de revoir un certain nombre de schémas préétablis de concepts. La Calédonie est faite pour ça, je dirais, puisqu'il faut innover institutionnellement, juridiquement, et je crois aussi, il faut se réapproprier son histoire, comme disait Arnaud, il faut aussi se réapproprier sa géographie, il y a beaucoup de choses à reconsidérer. J'essaye de le développer de mon côté et de transmettre aussi ça aux étudiants. Voilà. Et puis, je voulais enfin, pour terminer complètement, vous dire que il me semble que le rééquilibrage, d'une manière ou d'une autre, n'est pas terminé, c'est-à-dire qu'il a encore un avenir. Alors, je ne sais pas si ce sera sous ce nom-là, ou sous une autre forme, mais il me semble que le rééquilibrage, c'était le passé, c'est le présent, mais c'est aussi un petit peu l'avenir, à côté du destin commun.
même si le destin commun, comme référentiel de politique publique, a du mal à s'installer, pour le coup. Autant le rééquilibrage a eu son succès, autant le destin commun a du mal à constituer un référentiel de politique publique. Dans le discours, oui, mais dans les actions politiques, beaucoup moins. Merci pour votre attention et désolé pour le temps. Merci et bravo comme aux autres orateurs. Je suis désolé d'avoir ce rôle, bien sûr, qui est celui du modérateur et de celui qui demande de conclure lorsque le temps est venu. Nous sommes un peu en retard. Une autre difficulté, vous l'avez souligné, c'est parfois l'hétérogénéité du public qui écoute les orateurs, puisqu'il y a bien entendu d'un côté les Calédoniens qui baignent dans ces questions et les connaissent fort bien, et puis des éléments extérieurs dont je fais partie qui ont fait l'effort, et avec plusieurs séjours ici, de connaître autant que possible les jeux et les enjeux de la Nouvelle-Calédonie, mais moins bien. Ce qui fait que je pense à ce héros de la pièce de Feydeau, modeste employé de bureau, qui, pour arrondir ses fins de mois, vendait des revues pornographiques dans les institutions de jeunes filles. Et un jour qu'il avait fini par se faire prendre et qu'on lui reprochait sa coupable activité, il avait répondu « Oh, tout compte fait, celles qui savent n'ont rien appris et celles qui ne savent pas n'ont rien compris ». Eh bien, je suis persuadé que dans notre matinée, après avoir écouté les orateurs et les oratrices, ceux et celles d'entre vous qui connaissent bien, qui savent bien les enjeux de la Nouvelle-Calédonie auront malgré tout appris des éléments nouveaux, et ceux qui en connaissaient moins auront davantage compris les enjeux. Nous allons maintenant avoir une pause. Il est écrit 15 minutes. Non, je suggère 10. Et nous reprenons ensuite... Pardon ? Voilà, une petite pause bien méritée. Merci, on se retrouve pour la table ronde. Donc Jean-Marie, c'est à vous, et peut-être que les 25 minutes, ça va plutôt être 20. Merci Monsieur le Président. Et avant de vous présenter quelques réflexions générales sur le sujet qui m'a été imparti, je voudrais à la fois féliciter et remercier Florence Faberon pour son investissement et pour tout ce qu'elle a fait, ses talents d'organisateur, mais également ses qualités humaines. Et je ne peux manquer d'associer à Florence Jean-Yves, et je voudrais leur dire à tous deux à la fois tout le bien que je pense d'eux et tout le bien que je leur souhaite. Volonté politique et règles juridiques. Les volontés faibles se traduisent en discours, les volontés fortes se traduisent en actes. Cette formule, je la tire d'un ouvrage d'un auteur un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Gustave Le Bon, qui a écrit, je dirais, cette formule d'un ouvrage intitulé « Pensées brèves » qu'il a écrit en 1917, mais Gustave Le Bon est beaucoup plus connu pour un ouvrage assez étonnant qu'il écrivit sur la psychologie des foules. Et cette formule que je viens de vous citer peut nous servir de point de départ, de réflexion. Alors tout à l'heure, je vais revenir pour faire des réserves sur cette formule de Gustave Le Bon, mais il faut bien reconnaître que à certains moments de l'histoire, sa formule se révèle relativement exacte. Si nous prenons la seconde partie de l'histoire de la Troisième République, il y a eu effectivement de nombreux discours, des actes beaucoup moins, et nous savons comment cette Troisième République s'est terminée. Des discours, des actes, est-ce cela la volonté politique? Mais qu'est-ce que la volonté politique?
La volonté politique se réfère d'abord à une autre notion qui est la notion de pouvoir. Cette notion de pouvoir est fondamentale et elle est universelle. On trouve des expressions du pouvoir dans les sociétés animales. Cela a été démontré par les éthologues, chefs de meute, etc. À plus forte raison, le pouvoir se retrouve-t-il dans les sociétés humaines, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur forme. Je voudrais donner un exemple. Les enfants. Les enfants reconstituent entre eux des phénomènes de pouvoir. Je voudrais citer à cet égard un ouvrage qui est un très bel ouvrage, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Sa Majesté des Mouches, de William Goldwyn, et de Lord of the Flies, qu'il écrivit en 1954. Et vous connaissez peut-être le thème de cet avion qui transporte de jeunes enfants qui s'écrasent, des garçons, qui s'écrasent sur une île sauvage. Le pilote, les accompagnateurs sont tués, ne restent que les enfants. Ils vont devoir s'organiser. Et cette organisation va se traduire par l'exercice de pouvoir du plus fort sur les plus faibles. Celui donc qui va s'appeler Sa Majesté des Mouches, justement pour des raisons, je n'ai pas le temps de développer tout ceci. Les plus faibles, les plus raisonnables aussi vont périr. Donc, le pouvoir, même chez les enfants, l'innocence est vite perdue. À plus forte raison, ce phénomène de pouvoir se retrouve-t-il à l'échelon politique? Et je voudrais citer à ce propos une formule que je trouve très intéressante d'un auteur que j'aime beaucoup, Bertrand de Jouvenel, qui écrit en 1947 un ouvrage qui s'intitule « Du pouvoir ». Et dans cet ouvrage, Bertrand de Jouvenel parle, je cite, de ce phénomène miraculeux qu'est l'obéissance des ensembles humains, milliers et millions d'hommes, à des règles et à des ordres de quelques-uns. Mystère de l'obéissance au pouvoir, mystère du pouvoir lui-même. Cette volonté politique cherche à devenir un pouvoir politique. C'est ce pouvoir politique qui va se traduire, se manifester par des règles. Et nous avons donc une sorte de triangle avec la volonté politique, les règles juridiques qui se manifestent pour donner quoi? Une politique. Car la volonté politique doit déboucher normalement sur une politique. Alors je voudrais vous présenter en quelques instants deux idées. La première pour dire que la volonté politique se concrétise inévitablement pour devenir politique par des actes qui sont des actes juridiques, des règles juridiques. Mais que, et ce sera le second aspect de mon intervention, cette volonté politique se heurte elle-même à des limites. Elle est contrecarrée par un certain nombre de phénomènes. Donc tout d'abord, le premier point, une volonté politique devient politique par l'expression de règles juridiques. Volonté politique. Qu'est-ce que la volonté politique? C'est d'abord une volonté. Et lorsque nous regardons dans l'histoire des idées politiques, nous voyons quelquefois cette exaltation de la volonté comme moteur de transformation d'une société. Pensons par exemple de ce point de vue à Barrès dans
scènes et doctrines du nationalisme. La volonté politique est souvent liée à l'ambition. Pas de volonté politique sans une certaine ambition. L'ambition est dans tous les domaines, pas seulement le politique. Pensons, souvenons-nous, Rastignac qui arrive à Paris, venant de la province, et qui dit « À nous deux, Paris !» Mais plus encore, cette ambition, on la voit chez les hommes politiques, pris au sens générique du terme, naturellement. Pensons Alexandre, qui va trancher le nœud gordien et qui s'ouvre ainsi les portes de l'Asie. Donc, volonté politique qui se manifeste par de l'ambition, mais cette ambition, elle va se traduire par toute une série, alors des discours, des écrits, des actes. C'est là que je vais m'écarter de Gustave Le Bon, faire une réserve, parce que lorsqu'il dit les volontés faibles se traduisent par des discours, mais tous les discours n'expriment pas une volonté faible. Lorsque Churchill s'adresse aux Britanniques en leur disant « Je vous promets de la sueur et des larmes, mais nous vaincrons », ça ne traduit pas spécialement une volonté faible, mais au contraire une volonté forte. Et par ailleurs, il y a des discours qui sont des discours fondateurs. Le discours de Bayeux, du général de Gaulle, est préfigurateur, fondateur des futures institutions de la Ve République. Donc cette volonté politique va se traduire de différentes manières. Elle peut être aussi une volonté politique, pas seulement individuelle. On voit bien la volonté individuelle de quelques-uns. Pensons à cette formule de Guillaume d'Orange, enfin l'un des Guillaume d'Orange, puisqu'il y en a plusieurs. Celui-là, c'est Guillaume d'Orange de Nassau. Je maintiendrai, formule qui figure toujours dans la devise des Pays-Bas et en français. Donc, il peut y avoir cette volonté politique individuelle, mais aussi volonté politique collective. Et la volonté politique collective, on a parlé de collectif tout à l'heure déjà, elle prend plusieurs formes. On va parler, par exemple, de volonté populaire. Le peuple veut que. Ceci étant, il est facile de se réclamer du peuple et de faire dire au peuple ce que l'on veut lui faire dire et ce que pensent en fait quelques personnes. Volonté populaire, volonté nationale, c'est la même chose. Au nom de la volonté nationale, on va agir. Volonté nationale qui est encore plus abstraite que ne l'est la volonté populaire. Et bien entendu, comment ne pas évoquer, c'est très français, et son auteur a été évoqué par notre président de séance, comment ne pas évoquer un certain Jean-Jacques Rousseau qui va développer cette théorie de la volonté générale. Volonté générale, on discute toujours aujourd'hui pour savoir ce qu'est cette volonté générale selon Rousseau. Les interprétations de Rousseau sont parfaitement divergentes, encore aujourd'hui. Qu'est-ce que cette volonté générale? C'est une sorte d'instinct que Rousseau prête à cette entité morale et collective qu'est le corps politique. Et Rousseau attribue à cette entité collective une sorte d'infaillibilité, la même infaillibilité qu'il attribue à l'instinct de l'être naturel. Bien entendu, on peut faire de nombreuses réserves sur cette interprétation, mais la volonté générale, qui implique que la minorité doit reconnaître ses erreurs et doit accepter ce que dit la majorité, bien entendu, pour un certain nombre d'entre nous, c'est difficilement acceptable parce que nous savons aussi que la majorité peut
se tromper. Et que dans l'histoire des peuples, une majorité a pu entraîner un peuple vers le gouffre. Cette volonté politique, on le voit, se manifeste de différentes manières. Elle peut rester, cette volonté politique, à l'état de projet. Regardez le cas Staline-Trotsky, tous deux, volonté politique d'accéder au pouvoir, de parvenir au pouvoir, d'exercer le pouvoir. Mais un seul y parvient, c'est Staline, qui va exercer justement une politique, quelle qu'elle ait pu être, par ailleurs, c'est un autre problème, cela, et Trotsky écarté. Il reste un penseur, mais il n'aura jamais exercé le pouvoir politique, et celui qui va exercer le pouvoir politique, Staline, se charge de faire éliminer ensuite son adversaire. Donc, Trotsky aurait fait la même chose, bien entendu. C'est évident. Donc, cette volonté politique, pour dépasser cette nature de projet, pour devenir une politique, a besoin d'utiliser un certain nombre d'actes. C'est là où nous retrouvons donc nos règles juridiques. C'est le second volet de ce premier point. Là, pour être une politique, une volonté politique a besoin de s'exprimer par des actes juridiques. Et ces actes juridiques sont extrêmement variés, bien entendu. Nous connaissons bien en France l'acte juridique par excellence d'expression de la volonté politique, lorsque surtout celle-ci est la volonté ou nationale ou populaire ou les deux, tout ce que vous voudrez, c'est la loi. La loi expression aussi de la volonté générale, selon Rousseau. Ce que nous pouvons observer, c'est que les règles juridiques sont en fait beaucoup plus diverses. Il n'y a pas que la loi. Nous connaissons en France, regardez depuis quelques années, même en fait je te dis depuis quelques années, c'est depuis les débuts de la Ve République, et avant ça portait d'autres noms, mais les ordonnances. Un pouvoir politique recourt aux ordonnances, et vous vous souvenez que certains premiers ministres ayant énoncé avant d'être Premier ministre qu'ils n'utiliseraient jamais les ordonnances, il y a eu recours comme les autres, bien entendu. Donc, moyen très pratique. Mais parce que le pouvoir politique a besoin de ces règles pour mettre en œuvre sa politique. Et il ne faut pas oublier que le pouvoir politique, non seulement il dispose de normes pour mettre en œuvre sa politique, mais également de structures. Et parmi ces structures, il y a une structure privilégiée que je classe peut-être avec un majuscule, l'administration. Je rappelle ce que nous savons tous, à savoir que selon la Constitution, l'article 20, alinéa 2, le gouvernement dispose de l'administration. Un verbe très fort, dispose de l'administration. L'administration, moyen du gouvernement. Et cette administration, en tant que moyen du pouvoir politique, est elle-même productrice de très nombreuses normes. Et je fais référence notamment à ces règles qu'on peut classer sous le terme d'infrajuridique. L'infrajuridique, on en parle rarement. L'infrajuridique, ou plus exactement, l'infraréglementaire, ça sera plus clair. L'infraréglementaire, avec, c'est, le chiffre n'est pas sous-estimé, millions d'instructions, circulaires et autres normes du même type que l'administration produit en permanence et qui sont aussi une forme d'expression de ce pouvoir politique. Voilà donc les manières dont le pouvoir politique s'exprime. Cependant, encore faut-il qu'il y ait une volonté politique. Et cette volonté politique fait parfois défaut. Je vais volontairement, de manière un peu provocante, citer deux exemples dont l'un est plus que d'actualité, puisque c'est aujourd'hui même que doit être déposé le rapport des médiateurs auprès du président de la République. Il s'agit de l'affaire de Notre-Dame-des-Landes, cet aéroport, ce fameux aéroport.
Je ne me prononce absolument pas sur la question de savoir faut-il un aéroport, ne faut-il pas l'aéroport. Ce que je constate, c'est que cette affaire traîne depuis 50 ans. Cela fait à peu près une cinquantaine d'années que l'idée a été lancée. Et que depuis, pour de multiples raisons, le pouvoir politique n'a jamais été tranché. Alors naturellement, lorsque le pouvoir politique ne tranche pas les problèmes, en revanche, les contentieux, eux, se multiplient, ils fleurissent. Et pour l'affaire de Notre-Dame-des-Landes, on est à plus de 125 recours, déjà, ce qui est assez remarquable. Alors c'est démocratique, certes, mais on peut s'interroger, y a-t-il vraiment une volonté politique de régler ce problème? Vous savez que nos gouvernants sont extrêmement embarrassés. Je ne sais pas ce que décidera le président de la République. Ce n'est pas ma fonction. Mais il sera embarrassé en tout état de cause parce qu'il y a ceux qui veulent le maintien de la poursuite du projet et ceux qui veulent son abandon. Et vous pouvez mettre des noms de ministres sur chacune de ces deux positions. Voilà un premier exemple. Second exemple, c'est l'exemple des portiques. Les portiques qui découlent qui devaient découler du Grenelle de l'environnement. Vous savez, on devait installer sur à peu près 4000 km de route des portiques destinés à vérifier l'équipement des poids lourds, lesquels auraient dû payer une taxe. Et face à un certain nombre de révoltes, notamment la révolte dite des bonnets rouges, vous vous souvenez, venant de Bretagne, le ministre, que je dois conjuguer au féminin en l'espèce, puisque c'était une dame qui était ministre, le ministre en question a décidé de démanteler les portiques. Et ces portiques ont été totalement démantelés en 2014. Très bien, sauf que la petite opération en question, en tout, si vous comptez le coût de l'équipement des portiques au départ, le coût du démontage et le coût de l'indemnisation de la société avec laquelle avaient été passés les contrats, ça fait quand même 2 milliards d'euros à peu près pour les contribuables français. Absence de véritable volonté politique en ce domaine. Et quand bien même il existerait une volonté politique précise, affirmée, cette volonté politique est elle-même limitée. C'est le second point de mon exposé que je voudrais présenter en quelques minutes. La volonté politique, elle est limitée, quelle qu'elle puisse être. Elle est limitée par quoi? Elle est limitée d'abord par des règles juridiques. Les règles juridiques ne sont pas seulement des instruments du pouvoir politique, mais également une limitation du pouvoir politique. Et ensuite, je dirais que la volonté politique est limitée parce qu'elle est confrontée au réel. Alors, d'abord quelques mots sur cette volonté politique limitée par des règles juridiques. En d'autres temps lointains, du temps de la monarchie française, il y avait cette formule que vous connaissez, « si veut le roi, si veut la loi ». En d'autres termes, ce que veut le roi, c'est la loi. Nous ne sommes plus du temps de la monarchie, nous sommes en démocratie, ce qui veut dire qu'il y a des règles qui limitent l'intervention des pouvoirs publics. Alors ces règles, je dirais qu'il y en a de deux sortes, très vite dit. Il y a d'abord, bien sûr, il y a de meilleurs spécialistes que moi dans cette salle de la question, il y a d'abord la hiérarchie des normes. Un État de droit ne peut pas se passer de hiérarchie des normes, s'il se veut démocratique tout au moins. Carré de Malbert, dans sa célèbre contribution à la théorie générale de l'État, le rappelle bien. Il écrit, plus exactement, il écrit que les règles juridiques dans un État de droit sont de deux sortes. D'une part, celles qui déterminent les droits et libertés des individus, et d'autre part, les règles qui fixent, j'utilise la terminologie même de Carré de Malbert, les règles qui fixent les voies et moyens de l'action étatique.
Et il ajoute, je cite, ces règles, ces deux règles, ont pour effet commun de limiter la puissance de l'État en subordonnant l'ordre juridique aux règles qu'elle consacre. Cette hiérarchie des normes est donc fondamentale pour que nous ayons un État de droit démocratique, mais de ce fait, les dirigeants sont tenus de respecter ces normes, cette hiérarchie des normes. Et pour la faire respecter, il faut qu'il y ait, ça tombe bien, qu'on a cité tout à l'heure, on l'a cité, il y a des gardiens. Les gardiens, j'aime bien ce mot de gardien. Alors aujourd'hui, si je parle à des plus jeunes gardiens, ils vont penser les gardiens de la galaxie. C'est pas tout à fait la même chose. C'est amusant, les gardiens de la galaxie. Vous avez vu les deux films qui sont parus déjà. Bon, c'est plaisant, mais c'est pas tout à fait la même chose. Là, je parle des gardiens de Platon, dont il parle dans son ouvrage Les lois. Et les gardiens sont les juges. Les juges sont les gardiens de la cité, nous dit Platon. Cela est vrai aujourd'hui comme hier. Avec, mais ce n'est pas la question que j'ai à aborder, la question sous-jacente, toujours la même, n'est-ce pas? Qui custodet custodes? Autrement dit, qui gardera les gardiens? Et ça, c'est un autre problème bien difficile à résoudre dans toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et à côté de cette hiérarchie de normes, il y a aussi les procédures. Les procédures sont destinées à faire respecter les droits de tous les citoyens par le pouvoir politique. À la fois procédures juridictionnelles, certes, mais aussi, et elles se sont multipliées, les procédures non juridictionnelles. Je n'ai pas le temps d'insister car le temps passe, mais je crois que cela est fondamental. Et puis, vous disais-je, la volonté politique, elle n'est pas seulement limitée par des règles, la multiplication des règles aussi, car il y a aussi, il faut bien le voir, dans notre pays, tout au moins en France, j'appelle ça, moi, le goût pour la normativité. C'est-à-dire que nous sommes un pays qui produisons des règles. L'inflation normative est dénoncée par le Conseil d'État depuis des années. On peut faire tous les rapports possibles. Et ça ne change pas grand-chose. De plus en plus de lois et des lois de plus en plus longues. Sur les collectivités territoriales, je vous invite à regarder par exemple la dernière loi votée, la loi NOTRe du 7 août 2015. C'est un chef-d'œuvre d'incompréhension. C'est impossible à comprendre. Il faut regarder, vous pouvez prendre plusieurs codes en même temps, puis voir les renvois chaque fois. La loi fait plus de 100 pages au journal officiel. Voilà ce que nous produisons. Mais de ce fait, ça limite le pouvoir aussi. Ça limite le pouvoir politique parce qu'il est pris comme dans des raies. Vous savez, un filet, le filet normatif qui limite finalement l'action du pouvoir politique. Mais il n'y a pas que cela, donc il y a aussi le réel. Alors le réel, c'est quoi? Bien que parfois la volonté politique se brise sur le réel. Je voudrais en citer un exemple du passé, un exemple du présent, un exemple du passé. Alexandre Millerand, élu président de la République le 23 septembre 1920, à la suite de la démission, vous connaissez l'histoire, assez drôle d'ailleurs pour nous, mais enfin pour le pays c'était moins drôle, de Deschanel, qui avait quelques problèmes de santé mentale. Donc Millerand est élu président de la République, 1920, et Millerand, qui a commencé à gauche, socialiste dur, va progressivement dériver vers la droite, et il va vouloir réformer la Troisième République, les institutions de la Troisième République. Il va vouloir exercer effectivement le pouvoir que les institutions lui attribuent en tant que président de la République. Et il va échouer. Le système va le mettre en échec. Donc volonté politique qui se brise. Et puis, je voudrais citer un exemple tout à fait actuel aussi, le nucléaire. Dans le Grenelle de l'environnement, un engagement est pris par le président de la République qui l'explicite en disant « Abaissement de la production d'électricité d'origine nucléaire
en 2025 à 50%. Nous sommes aujourd'hui à 73 à peu près. Abaissement à 50%. Nous étions quand même un certain nombre à penser que ce n'était pas faisable, que ce n'était pas réalisable, que ce n'était pas réaliste. Et vous avez vu que notre ministre de l'Environnement, dont on ne peut pas dire quand même que ce soit un suppôt du lobby nucléaire, c'est moins qu'on puisse dire, a reconnu qu'il était impossible de parvenir à cet objectif en 2025. Donc, le réel, eh bien, ça tombe bien, j'allais conclure, justement, Monsieur le Président, pour dire, finalement, en parlant de volonté politique et de règles juridiques, il manque peut-être quelque chose. Il manque peut-être un adjectif, parce que la volonté politique, quelle qu'elle soit, et quel que soit au pluriel les motifs et quelles que soient les intentions et la sincérité des dirigeants, cette volonté politique ne suffit pas compte tenu de la complexité des problèmes que nous rencontrons. Il me semble, pour revenir à la volonté, je supprime le mot politique et je mets un autre adjectif pour dire que ce qui est souhaitable aussi dans nos sociétés, c'est la bonne volonté. Parce que seule la bonne volonté est capable d'aborder les problèmes complexes dans la mesure où elle suppose l'accueil de l'autre et où elle reconnaît sa dignité. Je vous remercie. Merci, chers collègues, cher Jean-Marie, de cette très brillante intervention. Ça me fait penser à mes cours de sciences politiques en première année de droit à Aix-en-Provence, où je suivais vos enseignements. Merci pour cette capacité pédagogique d'une très 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 grande clarté et dont je suis sûr que tous les étudiants que vous avez eus à Aix et à Paris ont eu le loisir et le plaisir bien, de profiter et de comprendre et de prendre toute la mesure de votre savoir. Alors, j'ai envie de dire, parce que c'est le propos par lequel vous avez commencé, que l'image de Gustave Le Bon est vraiment extraordinaire. Hein, la volonté faible et la volonté forte, le discours. Et moi, je suis comme vous, j'enseigne beaucoup le discours, les discours des États, notamment au niveau des Nations Unies. Et la frontière entre la pusillanimité politique et l'action possible, l'action réelle, est quand même très fine. Ce n'est pas évident que le discours soit la marque et la preuve d'un manque de volonté politique. C'est évident qu'il l'est aussi. C'est évident que, vous avez conclu là-dessus, que la complexité de l'action politique dans la société contemporaine est le principal défi que nous devons relever. Et puis, nous avons tous noté cet espoir que vous nous donnez avec l'appel fait à la dignité, à la bonne volonté, à la responsabilité commune, qui était le propos, justement, de Florence. Merci encore. Je donne la parole maintenant pour une intervention tout aussi passionnante sur égalité sociale et égalité politique. Michel, vous avez la parole pour 27. Merci beaucoup. Bien évidemment, à mon tour, je voudrais m'associer aux remerciements et aux compliments qui ont été formulés tout à l'heure par mon collègue Jean-Marie Pontier. Remerciements pour l'accueil qui nous a été réservé par les organisateurs de ce colloque. Et puis mes compliments pour la haute tenue de cette manifestation qui tombe à un moment tout à fait crucial pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors, comme le temps est assez compté, et puis j'ai l'impression que j'ai un président à côté qui va être très dur, je voudrais donc
attaquer directement l'exposé sans plus tarder. Alors, je vous ai également mis un plan, tout simplement pour me permettre de gagner du temps sur les transitions. Alors, invité il y a quelques années à se prononcer sur la définition qu'il donnait du droit, le doyen Georges Vedel fit alors cette superbe réponse. « Si je sais mal ce qu'est le droit dans une société, je crois savoir en revanche ce que serait une société sans droit. » Et je dirais que, toute proportion gardée, on pourrait dire aisément la même chose du principe d'égalité. Celui-ci apparaît en effet, sans conteste, comme une idée à la fois contradictoire et énigmatique, ainsi qu'on l'a maintes fois souligné. D'abord parce que c'est un principe difficile à saisir, car susceptible de varier sensiblement au gré de l'idée que l'on s'en fait à un moment donné, et dans une société donnée. Naturellement, la conception de l'égalité que l'on se fait en 2017 n'a rien à voir avec celle qu'on se faisait en 1817. Ensuite, et surtout parce que c'est un principe polymorphe, susceptible de se présenter sous des formes différentes en fonction des circonstances. En témoigne ici la multiplicité des acceptions auxquelles l'idée d'égalité peut donner lieu. Celle-ci renvoie aussi bien à l'égalité de droit ou égalité formelle qu'à l'égalité de fait ou égalité réelle. Aussi bien à l'égalité des chances qu'à l'égalité des résultats. Aussi bien à l'égalité civile ou politique qu'à l'égalité sociale. Pour autant, l'idée d'égalité n'en est pas moins susceptible, lorsqu'elle est appréhendée par le droit, de revêtir, pour reprendre la fameuse classification des genres Rivero, trois grandes formes d'expression qui sont toujours valables. La forme tout d'abord d'une égalité devant la règle de droit. Il s'agit alors d'une égalité purement formelle ou abstraite, qui ne prend pas en compte la situation personnelle de chacun. Deuxième forme, la forme d'une égalité dans la règle de droit. Il s'agit ici d'une égalité beaucoup plus concrète et réelle, car tenant compte précisément des différences de situation. Et enfin, la forme d'une égalité par la règle de droit. Il s'agit dans ce cas d'une égalité beaucoup plus redistributrice et correctrice, de la mesure où elle repose sur l'intervention de la loi pour réduire les inégalités. Or, lorsqu'on étudie les rapports qu'entretiennent entre elles les deux notions d'égalité politique ou d'égalité et d'égalité sociale, la première renvoyant aux droits politiques, c'est-à-dire droit d'élire et droit d'être élu, et la seconde aux droits sociaux, qui constituent des préalables à une certaine égalité des conditions, que constate-t-on au juste? On constate certes que ces trois grandes formes d'expression, égalité devant, dans et par la loi, n'ont cessé au fil du temps d'irriguer ces rapports. Mais on constate surtout, me semble-t-il, que ce qui fait le lien entre l'égalité politique et l'égalité sociale n'est autre finalement, et même si cela peut paraître un peu paradoxal, que la notion d'égalité des droits. Cette notion constituant un lieu de passage obligé, bien qu'insuffisant, dans le processus qui va de l'égalité politique à l'égalité sociale. Donc les deux points autour desquels s'articuleront les remarques qui suivent seront les suivants: égalité politique et égalité des droits dans un premier temps, égalité des droits et égalité sociale dans un second temps. Tout d'abord, l'égalité politique et égalité des droits. Si l'égalité des droits constitue un lieu de passage obligé mais insuffisant dans le processus qui va de l'égalité politique à l'égalité sociale, c'est en raison de deux considérations. D'une part, de ce que cela même elle permet logiquement de fonder, à savoir l'égalité politique, et d'autre part, c'est en raison de ce qu'elle se révèle impuissante concrètement à réaliser, à savoir l'égalité sociale. Tout d'abord, l'égalité politique, conséquence logique de l'égalité des droits. Alors ce n'est pas le lieu naturellement ici de retracer l'ensemble de l'évolution historique qui a débouché sur le suffrage universel. Je vais me contenterai seulement de pointer quelques éléments connus mais significatifs. Et notamment, je soulignerai le fait que s'il a pu exister une déconnexion entre égalité politique et égalité des droits, et s'il peut exister une déconnexion,
On constate cependant l'existence d'un lien évident entre égalité et inégalité politique et égalité-inégalité des droits. S'agissant tout d'abord de la déconnexion du lien entre égalité des droits et égalité politique. Cette déconnexion se trouve clairement attestée par le fait qu'il y a eu et qu'il peut y avoir inégalité politique en dépit de l'égalité des droits. On en voit un certain nombre d'exemples qu'on peut citer. Sous la Révolution française, la Déclaration reconnaît que tous les hommes sont égaux et en droit. En 1791, pardon ? Libre et égaux, c'est l'article. Oui, bien sûr, oui. Mais ils sont égaux en droit. Et il y a la Constitution de 1791 qui, comme vous le savez, établit une distinction entre les citoyens passifs et les citoyens actifs. On peut également citer l'exemple des monarchies qui vont de 1814 à 1848. Il y a un suffrage censitaire. Tout le monde a les mêmes droits, mais on ne peut pas voter si on a des ressources et si ce n'est pas propriétaire. Autre exclusion qu'il ne faut pas perdre de vue, même si on a parfois tendance à le faire, de la Révolution française à 1944, la moitié des citoyens sont exclus de droit de vote, les femmes. En Nouvelle-Calédonie également, même si le régime de l'indigénat est aboli au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et même si les Kanaks accèdent théoriquement au droit de vote en 1946, il faut attendre cependant 1957 pour que le suffrage universel soit pleinement mis en place. Néanmoins, la force du lien entre égalité politique et égalité en droit est tout à fait patente, tout à fait évidente. Ce lien peut se démontrer tout d'abord de manière négative. C'est l'hypothèse dans laquelle l'inégalité politique résulte de l'inégalité des droits. Par exemple, dans l'Empire colonial français, si certains indigènes étaient citoyens français, par exemple en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, d'autres étaient sujets français. Ils avaient la nationalité française, mais la qualité de citoyen leur était déniée. Ce fut le cas en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1946. Mais ce lien peut se démontrer aussi de manière positive. En effet, si l'égalité des droits a pu parfois ne pas s'accompagner d'égalité politique, il reste cependant qu'elle a tout naturellement vocation à déboucher sur l'égalité politique. En 1793, eh bien, il y a le suffrage universel masculin. En 1848, suffrage universel masculin jusqu'à nos jours. N'oublions pas que même sous le Second Empire, il y aura suffrage universel. Et en 1944, le suffrage sera véritablement universel puisqu'il inclura les femmes. Alors, si l'égalité politique est une conséquence logique de l'égalité des droits, il reste cependant, et ça sera le second point de la première partie, que l'égalité des droits est une condition insuffisante de l'égalité sociale. En effet, l'avènement du suffrage universel ne suffit pas à faire advenir à lui seul l'égalité sociale. Et je ferai ici deux constats. Le premier est que l'égalité politique peut se trouver en pratique malmenée par l'inégalité sociale. Le second constat que je ferai, c'est qu'il faut dépasser l'égalité des droits pour tenter d'atteindre l'égalité sociale. Tout d'abord, l'égalité politique malmenée par l'inégalité sociale. On peut en trouver témoignage dans plusieurs considérations. Tout d'abord, s'agissant de l'éligibilité. Il faut noter que les femmes, comme vous le savez, sont peu présentes sur les listes des partis politiques. De là, d'ailleurs, certaines mesures adoptées pour qu'il y ait une proportion minimale de femmes présentées aux élections par les partis politiques. De même, la composition des assemblées élues ne reflète guère la diversité sociale. On a pu dire que le portrait type, ça a un peu changé avec les dernières élections législatives. Mais on a pu dire que le portrait type du représentant de la nation, en ce début du XXe siècle, au XXIe siècle, présente les traits d'un homme blanc, âgé de plus de 55 ans, doté d'un bon niveau de formation et appartenant aux couches sociales supérieures. Donc là, l'égalité sociale, naturellement, n'est pas véritablement atteinte. S'agissant maintenant du droit de vote, il y a un phénomène qu'il faut également prendre en compte. On observe une montée régulière de l'abstention. L'abstention, naturellement, elle touche toutes les parties de la population, mais néanmoins,
Il se trouve que cette abstention frappe de manière beaucoup plus prégnante les milieux populaires qui sont affectés par la pauvreté, la précarité, le chômage de masse, etc. etc. Et c'est dans ces milieux-là qu'on trouve une abstention beaucoup plus importante que dans la moyenne nationale. Et donc là, il y a bien un lien entre inégalité sociale et en tout cas entre le fait que l'égalité politique se trouve malmenée par les inégalités sociales. L'autre point que je voulais développer, c'est la nécessité de dépasser l'égalité des droits parce que c'est le seul moyen d'atteindre l'égalité sociale. Je dirais qu'au fur et à mesure que l'idée démocratique s'est développée, les pouvoirs publics ont pris conscience qu'il convenait de consacrer non plus seulement une égalité formelle, mais une égalité réelle. Et cette recherche, elle est très ancienne, elle ne date pas de 1946, on en trouve des traces dès la Révolution française. Alors, je suis d'accord avec mon voisin qui disait que sous la Révolution française, effectivement, les textes ne consacraient que l'égalité des droits, mais néanmoins, dans les discours politiques, il était très souvent fait allusion à la nécessité justement de dépasser l'égalité des droits pour atteindre l'égalité réelle. Je peux avoir au moins 15, 20, 50 exemples à vous donner, j'en donnerai qu'un. Un exemple, le discours de Talleyrand à propos du plan d'instruction publique. Et Talleyrand, en voyant dans la mise en place d'un système d'instruction publique l'un des moyens privilégiés de corriger certaines inégalités sociales, fut le défenseur en 91 de l'égalité par la loi. Voici ce qu'il disait. Et ça résonne de manière très moderne. Les hommes sont reconnus égaux. Et pourtant, combien cette égalité de droit serait peu sentie, serait peu réelle au milieu de tant d'inégalités de fait, si l'instruction ne faisait sans cesse effort pour établir le niveau et pour affaiblir du moins les funestes disparités qu'elle ne peut détruire. Autre exemple, alors sa révolution, je passe naturellement, mais dans ma communication écrite, il y aura d'autres exemples. Sous la Seconde République également, il y a plusieurs interventions tout à fait remarquables. Pour nombre de républicains, en effet, il convenait, outre naturellement de reconnaître à tous l'égalité des droits, de rechercher l'égalité réelle en consacrant aussi bien l'égalité par la règle de droit que l'égalité dans la règle de droit. Et là, il y a un discours du ministre de l'Intérieur, Ledru-Rollin, qui est tout à fait révélateur et tout à fait topique. Voici ce qu'il disait. « La République vient proclamer l'égalité rationnelle de tous les citoyens. Elle ne se borne pas à les déclarer égaux devant la loi. Elle les déclare égaux dans la loi même. C'est-à-dire que le législateur ne se contentera plus de poser une règle insensible et brutale, sans se soucier des conséquences que peuvent entraîner des inégalités sociales, mais qu'il se placera sans cesse sous l'inspiration d'un sentiment, le sentiment de la fraternité humaine. » Si c'est pas beau, ça... C'est bien évidemment au XXe siècle et à partir de la fin du XIXe, début XXe, que la recherche de l'égalité réelle a connu un essor considérable. Et il a connu un essor considérable, notamment sous l'impulsion du juge administratif, le Conseil d'État, qui, de longue date, a considéré que le meilleur moyen d'assurer l'égalité consiste à traiter semblablement des choses semblables et différemment les choses différentes. Au Sécurion même, il a considéré que la pire des inégalités consisterait à traiter tous les usagers de la même façon, car l'inégalité des moyens a vite fait d'anéantir l'égalité juridique. Et donc là, il y a toute une jurisprudence sur laquelle, je pense, notre intervention insistera, celle sur les services publics. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais je vous rappelle naturellement que pour le juge, il peut y avoir des différences de traitement dès lors que cette différence répond à soit à une nécessité d'intérêt général, soit à une différence de situation en rapport avec l'objet du service ou de la prestation. J'en arrive au second point, égalité des droits et égalité sociale. C'est autour, me semble-t-il, de la notion d'égalité des chances que s'articule ici le processus qui va de l'égalité des droits à l'égalité sociale. Ce processus étant marqué d'une part, pour moi en tout cas, par la nécessité de compléter l'égalité des droits par l'égalité des chances, et d'autre part,
par la nécessité d'encadrer l'égalité des chances par l'égalité des droits pour tendre vers l'égalité réelle et sociale. Tout d'abord, l'égalité des droits complétée par l'égalité des chances. Il y a 2 points ici que je développerai. Premier point, c'est naturellement l'essor de cette notion d'égalité des chances. Et je commencerai par dire que cet essor, naturellement, ne saurait être dissocié de la crise protéiforme que traverse depuis les années 70 le pays en général. Chômage de masse, crise des banlieues, jeunes sortant du système scolaire sans véritable formation, précarisation d'une fraction croissante de la population, essor des phénomènes d'exclusion, etc., etc. Et c'est en effet à la faveur de cette crise que l'on a pris conscience avec une acuité renouvelée des limites revêtues par la vieille notion d'égalité des droits et du rôle éminent que pourrait jouer, selon une intensité variable, la notion d'égalité des chances. Alors les limites de la notion d'égalité des droits, elles sont bien connues. Elles résultent pour l'essentiel du caractère à la fois formel, injuste et inefficace qu'elle est susceptible de revêtir. Formelle dans la mesure où cette dernière, la notion d'égalité des droits, se montre radicalement indifférente aux différences réelles et concrètes des situations. Elle est injuste dans la mesure où elle se trouve inévitablement conduite, par voie logique de conséquence, à traiter de manière semblable des personnes qui se trouvent dans des situations très différentes. Elle est inefficace dans la mesure où elle aboutit immanquablement, en ne tenant pas compte des inégalités de moyens, elle aboutit à renforcer les inégalités de résultats, c'est-à-dire les inégalités sociales et économiques, synonymes le plus souvent de pauvreté, d'exclusion et de précarité. Et l'intérêt que revêt la notion d'égalité des chances est double ici. Cet intérêt réside tout entier dans le fait qu'elle porte en elle-même les 2 conceptions de l'égalité qui ont accompagné le développement de l'idée démocratique en France. Elle porte en elle une conception réaliste, consistant à appliquer des règles différentes à des personnes ou groupes qui se trouvent dans des situations différentes, ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle l'égalité dans la règle de droit. Et elle porte également en elle une conception interventionniste, consistant à poser des règles différentes dans le but non pas de respecter une égalité concrète, mais bien plutôt de parvenir, via des actions positives, à une réduction plus ou moins forte des inégalités de fait. Ce qu'on a vu, ce qu'on peut considérer comme une égalité par la règle de droit. Alors, les manifestations de la notion d'égalité des chances sont multiples. J'en citerai deux exemples, mais je pourrais en donner naturellement beaucoup plus. Dans le domaine de l'aménagement des territoires, on peut citer la grande loi d'orientation du 4 février 1995, dans laquelle on peut lire que cette loi doit être telle qu'elle corrige les inégalités des conditions de vie des citoyens liées à la situation géographique, et donc elle doit se traduire par toute une série de dispositifs, zones prioritaires d'aménagement, etc., etc. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à l'article 1er de la loi, il est indiqué que toutes ces dispositions n'ont d'autre but que, je cite, d'assurer à chaque citoyen l'égalité des chances sur l'ensemble du territoire et de créer les conditions de leur égal accès au savoir. L'autre exemple, naturellement, c'est dans le domaine de l'éducation, avec les ZEB, etc. C'est trop connu pour que j'y insiste. Il y a également un dernier exemple qui est intéressant, à mon avis, car beaucoup plus récent. Dans le domaine des rapports de la métropole avec l'outre-mer, la loi du 28 février 2017 relative, l'intitulé est très intéressant, relative à l'égalité réelle outre-mer, a été justifiée en ces termes par le rapporteur de la Commission. Ce texte répond à une ambition, celle d'assurer sur une génération l'égalité des chances entre tous les Français, quels que soient les statuts et régimes législatifs sous lesquels ils vivent. Donc si le droit positif accepte donc de plus en plus de prendre en compte le principe d'égalité des chances, en vue de lutter contre les inégalités,
Il apparaît cependant nécessaire de l'encadrer, ce principe, afin d'éviter que, dans le même temps où il permettrait de réduire les inégalités, il n'aboutisse paradoxalement à les reproduire de manière plus ou moins insidieuse. Et ce dernier point que je voudrais développer, l'égalité des chances, encadrée par l'égalité des droits. Pourquoi faut-il, selon moi, encore une fois, c'est un point de vue qu'on peut ne pas partager. Pourquoi faut-il, selon moi, encadrer l'égalité des chances? Tout d'abord parce qu'il y a un risque d'inégalité qui est généré par, ou qui est susceptible d'être généré par cette idée. Ce risque est lié à deux séries de considérations, à la fois théoriques et pratiques. Sur le plan théorique, je rappellerai que la notion d'égalité des chances s'inscrit essentiellement dans un courant de pensée anglo-saxon, notamment la théorie de Rawls, dans lequel il est indiqué que les inégalités économiques et sociales sont justifiées et sont légitimes dès lors qu'elles ont pour résultat d'améliorer le sort des plus défavorisés. Donc une inégalité économique et sociale qui n'améliore pas le sort des plus défavorisés est illégitime aux yeux de Rawls, mais imaginons que demain les milliardaires deviennent de plus en plus milliardaires, à partir du moment où cette augmentation de richesse ne se fait pas au détriment des plus défavorisés puisque leur sort s'améliore, ces inégalités sont légitimes. Étant entendu naturellement que cette philosophie rawlsienne va totalement à l'encontre de toute notre tradition démocratique en France. Je ne dis pas que notre tradition démocratique, elle est bonne, il faut la suivre, on peut ne pas la respecter ou pas la suivre, mais en tout cas, ce n'est pas cette tradition que développe Rawls. Et puis d'autre part, cette inégalité des chances peut, sur le plan théorique, se révéler, disons, dangereuse, dans la mesure où le fait que chacun soit censé avoir eu au début sa chance peut conduire d'aucuns à considérer au mieux que les inégalités qui se trouvent à l'arrivée sont méritées, au pire qu'il n'y a plus rien à faire pour ceux qui n'ont pas su ou pas pu améliorer leur sort. Ça, c'est sur le plan théorique. Sur le plan pratique, ensuite, il est clair que l'égalité des chances risque fort de produire, si les pouvoirs publics entreprennent de mettre en œuvre une politique systématique de ciblage social, notamment en matière de protection sociale, ça peut produire des effets doublement désastreux. Donc dans le domaine de la protection sociale, le domaine que je connais un peu, je dirais que ça peut être désastreux si jamais on fait que du ciblage systématique. Pourquoi? Parce qu'une telle politique déboucherait inévitablement, à terme, sur une société duale, articulée autour de ceux qui, capables de s'intégrer dans le jeu social, auraient suffisamment de ressources pour subvenir seuls à leurs besoins, en recourant notamment à l'assurance privée, et puis tous les autres qui, pour subsister, ne pourraient que dépendre du soutien de la collectivité, perdant ainsi progressivement leur statut d'assuré social au profit de celui d'assisté. Et d'autre part, ça peut être également, c'est pas avoir des effets pervers, parce que cette réorientation aurait tout lieu de se retourner, en définitive, contre ceux-là même que l'on veut aider. On devine sans peine le scénario. Dans un premier temps, les personnes concernées ne tarderaient pas à se voir stigmatisées, car soupçonnées de ne pas produire tous les efforts nécessaires pour sortir de leur situation. Puis elles ne manqueraient pas de subir, dans un second temps, l'hostilité croissante des plus riches, lesquels, n'attendant plus désormais qu'un bénéfice très limité du système, menaceraient sans cesse d'en sortir. Donc il pourrait y avoir une stigmatisation et finalement ça pourrait se retourner contre les plus défavorisés. Et donc quels sont les moyens, et je terminerai par là, de conjurer ce risque d'inégalité? Je prendrai deux exemples, protection sociale et puis les services publics, sans trop insister sur l'un et l'autre exemple. Première orientation, protection sociale, il me semble qu'il faut à tout prix, encore une fois, maintenir un minimum ou un noyau dur de prestations universelles pour que chacun dans la société se sente concerné par l'avenir du système. Si jamais on arrive à, encore une fois, il n'est pas question pour moi de mettre en cause des politiques ciblées. Ce qui m'interpelle, c'est la systématisation de toute une politique autour du ciblage. Et là, à ce moment-là, il y a d'un côté ceux qui se débrouillent seuls et les autres. Donc là, il faut, encore une fois, il ne faut pas que le ciblage s'effectue au détriment total de l'égalité des droits.
De même, je peux développer, j'ai mes délégations posées, de même concernant les services publics. Naturellement, il est tout à fait normal, tout à fait légitime, tout à fait compréhensible qu'il y ait des modulations de tarifs en fonction des ressources des usagers. Mais encore une fois, le diable se cache dans les détails. Si jamais les modulations tarifaires sont trop importantes, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, les personnes qui ont un petit peu de revenus dans des communes où ils vont être, disons, pas mal assaisonnés au niveau des tarifs sociaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont partir de la commune. Ils vont être remplacés par des personnes qui auront moins de ressources. Ça sera le cercle vicieux. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut naturellement établir des différenciations tarifaires en fonction des ressources, mais il faut également, surtout, activer et mettre en place de véritables mécanismes de péréquation financière entre les communes. Il faut que les communes les plus riches contribuent davantage en faveur des communes les plus pauvres. En conclusion, on a commencé, je crois que c'est le président qui avait parlé de Jean-Jacques Rousseau. En conclusion, je rappellerai ce que Jean-Jacques Rousseau avait dit dans son ouvrage du contrat social. Jean-Jacques Rousseau avait été parfaitement conscient des enjeux et des difficultés liées à l'égalité. Il avait dit ceci: l'égalité est une chimère de spéculation qui ne peut exister dans la pratique, disent certains. Peut-être. Mais si l'abus est inévitable, s'ensuit-il qu'il ne faille pas au moins le régler? C'est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l'égalité que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir. Et je pense qu'on a tout dit. Qu'est-ce que dit Rousseau? Il dit en fait qu'il faut à tout prix naturellement lutter contre les inégalités. Il faut que pour toute société démocratique, la lutte contre l'inégalité soit en quelque sorte sa ligne d'horizon. Et ce qu'il dit également, c'est que la lutte contre les inégalités, ou pour l'égalité, c'est un combat sans cesse. Un combat continu, qu'il faut toujours remettre l'ouvrage sur le métier. C'est une ligne d'horizon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, n'oubliez pas, ce que c'est qu'une ligne d'horizon? C'est une ligne qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en approche. Donc c'est un combat éternel, mais ce n'est pas parce que c'est éternel, c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le mener. Je vous remercie. Merci, chers collègues, d'avoir scrupuleusement respecté le temps, hein, sans que j'ai eu quoi que ce soit à vous dire. Duralet sed lex, comme disent nos amis les Romains. Alors, je retiendrai de votre intervention qu'elle était extrêmement complémentaire de la précédente. Nous avons eu une première présentation on peut dire, de culture générale et juridique. Et là, vous nous avez vraiment introduit à la notion du polymorphisme de l'égalité. Quand j'entends à titre tout à fait personnel, toutes ces figures possibles de l'égalité, devant, dans, par la loi, ça fait penser à toute la jurisprudence anglo-saxonne qui essaye de trouver des critères qui permettent de dire que nous atteignons l'égalité dans telle situation, etc. Mais au total, avec tout ce que vous nous avez présenté dans l'histoire, dans les colonies, dans la France d'aujourd'hui, à l'étranger également, les systèmes de protection sociale, on a quand même l'impression que les juristes interviennent souvent après coup pour essayer de légitimer des politiques qui... magnifique, hein, ce que vous avez dit sur l'égalité des chances, mais qui essaye de mettre en place une volonté politique, mais de légitimation postérieure, ex post. Souvent, on a ce sentiment-là. Je vous fais état ici d'un point de vue personnel. Et puis, pour compléter, je ne peux pas m'empêcher eh bien de dire ici quelque chose qui m'avait beaucoup frappé et qui concernait la question de l'apartheid. Lorsque j'écrivais sur ces questions, j'avais trouvé un auteur qui disait la chose suivante: à Johannesburg, en rêve, ce à quoi nous pensions, ce n'était pas l'égalité, et pourtant nous étions dans une situation structurelle d'inégalité par la loi, imposée par le système politique. Sans à quoi nous pensions en rêve, c'était la liberté, être libre. Et je pense que ces deux valeurs sont absolument complémentaires.
Merci en tout cas de vos interventions respectives. Nous avons maintenant, chère Florence, la pause, et je reviendrai après pour vous dire que le programme a encore changé. Voilà, mais voilà, il n'y a pas de souci, ce n'est pas de ta faute ni de la nôtre. À tout de suite.